Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Notez que l'émission vous est offerte en 4 segments. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons aujourd'hui un invité membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de rétablissement. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir nous partager ton expérience. Je vais te laisser la parole. C'est avec un grand plaisir. Je m'appelle Stéphane, je suis membre des Alcooliques Anonymes. Je trouve un peu super weird d'être à la radio, super weird d'être rendu là dans ma vie. On se prépare, on dit qu'on se prépare jamais, tu sais, pour partager, mais moi, ça fait des années que je me prépare pas parce que la seule et unique raison pour laquelle je viens partager, c'est mon histoire. Fait que j'ai pas à me préparer de raconter mon histoire. Je la connais, mais en même temps, j'étais un peu fébrile, toujours, de venir raconter mes choses plus personnelles, plus c'est ça, plus personnelles, mais plus aussi enrichissantes. Parce que mon expérience a fait que aujourd'hui, je peux voir ça comme un enrichissement personnel avec toutes ces années. J'ai plusieurs 24 heures. J'ai 21 ans d'abstinence. Comment je pourrais dire, tu sais, il y a un adage qui dit toujours qu'on vient au monde tout nu tout seul, puis on meurt tout nu tout seul, tu sais. Puis moi, dès l'enfance, je sais que je suis pas pareil, parce que moi, je suis jumeau identique. Fait que toute ma vie a été une partie de ma vie a été une quête d'identité, à chercher qui j'étais, puis comment faire pour devenir ce que je voulais être, là, en fait. Fait que combien de fois je me suis promené dans mon enfance, dans ma famille, puis tu sais, ma mère trouvait ça beau, habiller deux enfants pareils, là. C'est que c'était rare qu'on m'appelait par mon nom. On me demandait tout le temps, t'es-tu Stéphane ou Martin? T'es lequel des deux? Puis fait que ça a été quelque chose qui m'a marqué dans ma petite enfance. Quand tu vas à l'école, puis les profs appellent à la maison pour dire, s'il vous plaît, madame, arrêtez d'habiller vos enfants pareil. Ça frappe l'imaginaire pareil, dans le sens qu'on changeait de place dans la classe. On a quand même abusé, puis plus tard dans l'adolescence, la même chose. Il y a une anecdote qui me fait bien rire, c'est j'avais aux alentours de 18 ans, puis je me suis présenté chez mon père, je venais d'acheter ma première moto. Puis mon père est sorti dehors, mon père c'était pas un gros fan des motos, là, mais il est sorti dehors, regarder ma moto. Puis là, il dit, comme tout bon père, tu vas te tuer avec ça, fais attention, sois prudent. Puis ça, c'est le vendredi soir. Puis le dimanche, dans l'après-midi, je redescendais du nord, puis j'ai décidé d'arrêter encore chez mon père, faire un petit coucou, tu sais. Puis quand je suis rentré dans la maison, il me regardait en me disant, tu t'as acheté une moto, toi, ici? Tu sais, ton frère, il est venu vendredi, puis il avait une moto. Ben, j'ai dit, c'est moi qui est venu vendredi. Fait que on se ressemblait beaucoup, tu sais. De ma jeune enfance, tu sais, mes parents se sont séparés, j'avais 9 ans. Puis j'ai commencé à me promener d'une maison à l'autre. Ma mère a déménagé quelques fois, tu sais, fait que je me suis promené d'une maison à l'autre. Toute ma vie, tu sais, pourquoi je suis alcoolique, pourquoi j'ai cette maladie, puis je me suis rendu compte que c'est pas la responsabilité ni de mon père ni de ma mère si j'étais atteint de cette maladie-là, tu sais, même si eux consommaient beaucoup, tu sais, parce que moi je pense que mon père et ma mère étaient alcooliques aussi, mais c'est-tu à cause de ça, j'ai arrêté de chercher ça, tu sais, j'ai arrêté de mettre la faute sur les autres, puis j'ai juste accepté que j'étais atteint de cette maladie-là. Puis ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des esprits de beaux cadeaux, j'ai une vie qui est remplie, mais est remplie de vraies choses, des choses qui sont importantes pour moi, tu sais.
Fait que, tu sais, je commence dans le sens que les premiers contacts avec l'alcool, ça a été mon père, tu sais, dans le sens que mon père sentait l'alcool tout le temps. Fait que si mon père se rapprochait ou faisait un câlin ou de quoi de même, ben c'est l'odeur de l'alcool consommé qui me venait en tête tout le temps, tu sais. Puis je me disais, hey, moi, je vais jamais sentir ça un jour, c'est dégueulasse, là, tu sais. Puis je suis un gars qui aime beaucoup les bleuets, tu sais. Puis c'est les flashs que j'ai de mes premières consommations. Dans ces années-là, tu sais, moi, j'étais un modèle 68, fait que dans ces années-là, au début des années 80, je devais avoir sérieusement 10-12 ans la première fois que j'ai consommé de l'alcool. Puis j'ai consommé cette canette-là parce que j'aime les bleuets, je mange tout ce qu'il y avait bleuet, j'adorais ça. Puis cette bouteille-là était bleue, c'était une Laurentide. Puis je me suis dit, ça va sûrement goûter la même chose que mes bleuets, là, tu sais. Puis à un moment donné, ça a été avec le temps, tu sais, c'était les premières consommations, puis avec le temps, l'effet engourdissant, qu'est-ce que ça me donnait, c'était ça le feeling que j'allais chercher, tu sais. Fait que j'ai grandi là-dedans jusqu'à, tu sais, mes parents se sont séparés, comme je vous dis, puis moi, le gros clash de ma vie d'adolescent, c'est vers l'âge de 15 ans, ma mère restait à Ville-la-Salle, puis moi, je suis natif plus du nord, là, dans le coin de Blainville. J'ai déménagé à Ville-la-Salle pour m'en aller avec ma mère. Fait que ma mère est partie de la maison, on était une couple d'années, on restait avec mon père, puis là, oups, à l'âge de 15 ans, je me retrouve là à Ville-la-Salle. Puis pour moi, on est dans la grande ville, là. Ça va bien, il y a plein de monde. C'est là la consommation, elle a augmenté, dans le fond. Puis je travaillais dans un restaurant, fait que l'accès à l'alcool était plus facile. Il y avait de l'alcool partout alentour de moi. Fait que pour m'enivrer plusieurs fois, ça a été ça a été facile, mettons. C'était quelque chose de facile. Puis en plus, ben je supportais ça. Fait que on se fait un peu un genre d'ego qui aujourd'hui, je sais que c'est ça, mais il y a de l'ego qui monte, puis on se dit, hey, moi, je suis capable de supporter, je suis capable d'en boire, venez-vous-en, les gars, vous allez voir comment. Fait que déjà, à l'âge de 16, 17 ans, là, je suis un gars de gang. Je sors d'un bar ou quand il y a des parties. Puis je serais menteur de dire qu'il n'y a pas eu d'autres substances dans ma vie, là. Oui, il y a eu d'autres substances, j'avais l'âge, j'avais les opportunités et tout, mais ça a toujours été l'élément déclencheur, la Laurentide. Ça a toujours été ça, cet élément déclencheur-là qui m'amenait à perdre le contrôle puis à consommer jusqu'à temps d'être plus capable. Puis tu sais, puis ça a été tough parce que je me voyais pas comme ça. C'est pas l'image que j'avais de moi. T'sais. Je consommais en voulant arrêter de consommer, dans le fond. T'sais, je consommais tout le temps avec l'idée de dire, Christy, c'est pas moi, ça. Il y a quelque chose là-dedans qui est pas moi. Vers l'âge de 19 ans, il y a un juge qui a décidé que c'était assez. Là. Comme sortait de la civilisation, comme sortait de la société, puis la sentence qu'il voulait me donner, puis la sentence que j'avais, là, c'était 11 ans de pénitencier, là, puis j'avais 19 ans. Fait que ça l'a fessé comme une tonne de briques. Les démarches que j'ai faites après, ça a été, oui, communiquer avec mon avocat, oui, dire que je méritais pas cette sentence-là, en fait. Puis je suis encore convaincu aujourd'hui que c'était pas ça, la sentence que je méritais. Même si, tu sais, je dis tout le temps, l'anonymat, là, on dit l'anonymat, la base spirituelle de nos traditions, puis faut passer les principes au-dessus des personnalités. Moi, l'anonymat, pour moi, si je veux pas que tu répètes quelque chose, je vais juste pas te le dire. Fait que si je te le dis pas, il y a aucune chance que quelqu'un le répète. Je commencerai pas à élaborer les coups que j'ai faits, les crimes que j'ai faits, dans quoi j'ai plongé. Je vous laisse imaginer. J'ai pas tué personne, j'ai pas violé personne, mais je me suis retrouvé avec une sentence de 42 mois, qui est 3 ans et demi, au pénitencier, pour un jeune qui avait jamais été en prison, qui avait jamais été à l'école, dans une école de délinquance. Puis c'est l'alcool, c'est la drogue qui m'a amené là, c'est l'ego. C'est moi là, j'étais quelqu'un. Puis ça, ben j'ai cherché toute mon enfance et mon adolescence à être quelqu'un. Tu sais, je me souviens, tu sais, j'ai des flashs là, puis je fais pas exprès pour avoir ces flashs là, mais je me souviens d'avoir eu des super bonnes notes à l'école, d'avoir eu
d'avoir été super bon dans le sport. Puis je me souviens pas d'avoir été gratifié, reconnu, félicité par la personne que je voulais qu'il fasse, là. Parce qu'il y en avait plein d'autres alentours qui disaient, là, tu sais, mais mon père, je voulais que ça soit mon père qui prenne ce rôle-là. Puis comme lui, frémé comme il était, il l'a pas fait. Fait que j'y en veux pas aujourd'hui, tu sais. Ça, c'était probablement à moi, ce mal à l'âme, là. Puis je pense que c'est ça qui nous unit tous dans une salle de meeting. C'est vraiment l'âme qui est malade. C'est vraiment là qu'on a mal, tu sais. Hier, j'ai écouté un partage, puis j'ai été complètement bouleversé, mais ça fait des années que j'ai pas été bouleversé comme ça. Écoute, elle a exprimé avec intelligence, intégrité, beaucoup de vocabulaire. Puis, tu sais, j'aurais toujours pensé que la personne qui viendrait me chercher dans mes trips, ça serait quelqu'un de mon âge, de mon réseau social, de ma vie alentour. J'ai toujours pensé à ça, tu sais. Le réveil spirituel, la prise de conscience, tout ça a été mis par une femme qui était là, 40 ans, bien simple, avec 2 enfants. Puis je vous en parle, j'ai des frissons sur les bras parce qu'elle est venue décrire complètement comment je me sentais dans ma tête. Elle est venue décrire comment je me sentais. Le mal qui m'habitait est venu le décrire, tu sais. Puis ça, là, ça a été un esprit, mais tellement un beau cadeau avant de venir ici. Fait que, ce que je veux dire par là, c'est que si on laisse Dieu agir, il y a des super bonnes chances que ça vienne de où est-ce qu'on s'en attend le moins. Oui, exactement. C'est comme ça que ça marche quand on a un côté spirituel. Absolument. Ouais. On va s'arrêter pour une courte pause, puis on va continuer après. Merci. C'est bon, merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité Stéphane. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte tiré du livre Réflexions de Bill et choisi par notre invité. Quand l'enfance est terminée. Tu dois te rappeler que chaque groupe des AA commence, comme il se doit, grâce aux efforts d'un seul membre et de ses amis, un fondateur et sa hiérarchie. Il n'y a pas d'autre moyen. Par contre, quand le groupe est sorti de l'enfance, les dirigeants, des premiers jours, doivent laisser jouer la démocratie. Éventuellement, les membres écartent les chefs qui se sont désignés eux-mêmes dans le passé. Lettre au Dr Bob. Partout, les groupes DAA ont pris en main leurs propres services. Les fondateurs locaux et leurs amis des premiers jours se sont retirés. Je ne pourrai jamais comprendre pourquoi tant de gens oublient cette réalité quand ils pensent à l'avenir des services mondiaux. Les groupes vont éventuellement gérer et peut-être un jour dilapider l'héritage qu'ils auront reçu. Il est probable, toutefois, qu'ils ne feront rien de semblable. De toute façon, ils ont réellement grandi. Le mouvement leur appartient, il faut le leur donner. Alors, je te laisse la parole, Stéphane, tu peux continuer. Merci. Pourquoi j'ai choisi cette lecture-là, c'est ça me fait réfléchir sur le fait que longtemps, je me suis défini comme un frère jumeau, je me suis défini comme un ex-détenu, je me suis défini comme un alcoolique. Puis j'ai compris avec cette lecture-là, mais surtout à côtoyer des gens qui font alcoolique anonyme, qu'avant tout, j'étais un humain. Puis que là-dedans, ils disent, tu sais, les groupes fondateurs se sont tassés, il y en a d'autres qui ont pris la place, puis ils ont pris leurs responsabilités, puis pour moi, ça, c'est ça être un humain, tu sais. Parce qu'à un moment donné, tu laisses la place aux autres, les réflecteurs sont sur les autres, le réflecteur peut être sur toi, mais tu continues d'avancer, puis je me définis pas comme juste un alcoolique dans la vie, là. Oui, je suis atteint de la maladie, puis j'en prends soin de ma maladie, dans le sens que je veux, sans utiliser le mot guérir, je veux aller mieux, je veux me sentir mieux, je veux éliminer ça.
Puis tantôt, je vous parlais là, de quelqu'un qui est venu partager, puis qui est venu me livrer son âme pour la première fois. Les idées qu'elle a dit en avant, c'est les idées que j'ai quand je suis tout seul. Elle disait ma conversation interne, je trouve ça tellement hot, là, les idées qu'on s'envoie, c'est ça qui fait qu'on change. Tu sais, si on change nos idées, on change nos actions. Fait que moi, je me retrouve condamné à 42 mois de prison, puis je me retrouve dans un centre de placement à Sainte-Anne-des-Plaines, en fait. Ils envoient les gars là pour un genre de classement. Là, tu rencontres des thérapeutes, des psychologues, puis là, ils vont juger ton taux de criminalité, puis ton quotient intellectuel, tes capacités, puis je vais rencontrer un bonhomme là qui s'appelle Jean-Claude. Puis je pense qu'à chaque partage, je change son nom parce que je m'en souviens pas vraiment de son nom. Mais il avait vraiment l'air d'un Jean-Claude, tu comprends? C'était comme un bon monsieur qui était assis devant moi, qui lui était là pour faire un plan de séjour, en fait. Fait que là, moi, j'avais à dire qu'est-ce que je vais faire pendant mon séjour emprisonné. Puis quand je suis rentré dans la salle, pour une des premières fois de ma vie, je me suis senti tellement vulnérable. Je me suis vraiment senti... il fallait que je livre ce que j'avais en dedans. Il fallait que je le dise à quelqu'un. Moi, là, je suis rentré dans le système carcéral dans le temps que c'était la guerre des motards. Fait que c'était toutes des toffes qu'il y avait, là, tu sais. Puis moi, j'étais un petit cul de 19 ans, là. Oui, je pouvais paraître ou dégager que j'étais tough, solide puis dur, mais le soir, quand je me retrouvais tout seul puis que les portes fermaient, je pense pas que j'étais vraiment difficile. C'était un dur puis un tough, tu sais. Je m'ennuyais de ma mère, puis je trouvais que j'étais pas à la bonne place, puis je trouvais que j'étais pas solide, mettons. Puis lui, il m'a ouvert son cœur. Il m'a dit, tu sais, Stéphane, si tu fais un plan de séjour, puis tu suis ce plan de séjour-là à la lettre, tu vas inévitablement sortir plus tôt, dans le sens que tu vas avoir fait ce que tu avais à faire, puis tu n'auras pas dérogé de ce que tu avais dit au départ. Puis là, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de devenir un adulte, en fait, de prendre mes responsabilités. Fait que j'ai fait un plan de séjour avec lui. Il m'a dit, il y a des fraternités en prison, puis peut-être ça serait bon pour toi, tu sais, j'écoute ton histoire, puis peut-être ça serait bon pour toi d'aller voir ça, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené ici? Ben, c'est ta consommation. Fait que va voir, tu sais, puis j'ai commencé à faire Alcoolique Anonyme. J'ai été transféré au Centre fédéral de formation, à Laval. À ce moment-là, j'avais écrit, je voulais retourner à l'école, je voulais suivre un cours en plomberie, je voulais m'en aller dans un métier qui était stable, qui était, tu sais, je voulais juste être le citoyen qui part sa boîte à lunch puis qui s'en va travailler. Mais il restait quand même tout le côté un peu bum, un peu crosseur, puis tu sais, j'étais pas certain à 100%, mais je voulais tellement sortir de là, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire mon plan de séjour, puis j'ai suivi et je n'ai pas dérogé. Fait que j'ai fait des certificats à Marie-Victorin en toxico, en criminaux, en psycho, puis j'ai vraiment appris sur ma maladie, mais j'ai appris sur moi aussi. Puis les membres qui venaient, t'as pas d'occasion quand t'es en prison, t'as pas d'occasion de te mettre beau pour aller rencontrer une fille, il y en a pas. Mais on se mettait beau pareil, puis on prenait notre douche, puis on mettait nos plus beaux habits de jogging pour aller faire le meeting, tu sais. Puis ça a été très révélateur dans le sens que j'ai commencé à faire du meeting, j'avais un mode de vie en prison, tu sais. Fait que suite à ça, ben j'ai été 11 mois, 3 semaines, 2 jours et 4 heures incarcéré, tu sais. Puis après ça, je me suis retrouvé dans une maison de thérapie au coin de Notre-Dame puis Marien. Je pense que ça existe encore même. Ça s'appelait Emmanuel Grégoire. Je pense que ça s'appelle encore. Ils ont peut-être changé de nom. Anyway, j'ai commencé à faire du meeting à partir de là. Vraiment m'impliquer puis en faire un peu plus. Oui, il y a eu une rechute, mais il y avait une thérapeute qui était là. Cette femme-là, elle m'a sauvé la vie. Carrément sauvé la vie. Elle m'a accueilli, elle m'a aimé, elle m'a suivi. Ça a été 5 ans ma marraine. J'ai fait du meeting en masse. Puis dans ce temps-là, dans ces années-là, je veux dire, on allait dans des meetings qui étaient un peu rock'n'roll, là, tu sais. Tout le monde en a entendu parler un peu, là. Tu sais, il y avait Chambly, il y avait Longue Pointe, qui étaient des gros meetings. Puis j'étais en train de me séparer, tu sais, ça faisait comme 18-20 mois que j'étais abstinent. Puis j'étais en train de me séparer avec ma blonde du temps. Puis j'étais mêlé émotivement. Je savais pas quoi faire. Puis il y avait un bonhomme qui était là, avec qui j'avais parlé une couple de fois, qui s'appelle Jacques T. Puis j'étais allé voir Jacques, puis j'ai dit, hey, je suis mêlé, Jacques, là, je sais plus où m'en aller dans cette relation-là. Puis émotivement, j'étais instable, là, j'étais plein d'émotions, puis
pas capable de rationaliser tout ce qui se passait. Puis il m'a dit... puis là, je disais, la moitié de la salle qui me dit « lâche prise ». Puis il y a l'autre moitié de salle qui me dit « persiste, lâche pas, continue, lâche pas, tu vas voir que ça va... » Puis là, j'ai dit « je suis mêlé, je sais pas quoi faire, tu sais. » Puis je me souviens, il m'a pris son foulard avec beaucoup d'amour. Il avait toujours un foulard dans le cou. Il m'a mis son foulard dans mon cou à moi. Il m'a approché de lui, puis dans l'oreille, il m'a dit « persiste, mon gars, tu vas voir, tu vas lâcher prise. » Hey, là, j'étais mêlé, là. Mais quand il m'a dit ça, là, ça m'a tellement libéré d'un sentiment d'infériorité. Là. Je me suis dit, OK, je suis capable de passer au travers. Je pense que j'ai les aptitudes. Je pense que j'ai les... Puis j'ai commencé à faire du meeting. Puis j'ai pendant les 5 premières années, là, ça a super bien été. Tu sais, on dit un pink cloud quand t'es dessus, accumule des choses parce qu'à un moment donné, tu sais, tout finit par passer. Là. Quand t'es heureux, ça finit par passer. Puis quand t'es malheureux, ben, ça finit par passer. C'est juste le temps qui arrange les choses. Puis j'ai continué à faire du meeting, puis à m'impliquer, puis j'ai pris un gâteau de 5 ans la première shot. Je dis la première shot parce que oui, il y a eu une rechute, mais qu'est-ce qui m'a amené à la rechute, c'est mon ego. Moi, j'allais dans des bars pareils, même si je consommais pas, puis j'avais des claques dans le dos en me disant que j'étais bon d'aller dans les bars, puis de pas consommer, puis d'être dans ce milieu-là. Fait que j'ai resté là, j'ai travaillé là. Fait que j'ai été doorman dans des bars. Après ça, je me suis allé comme serveur dans un autre bar. Un soir, on flippe un verre juste pour le fun, une genre de petite gageure. Puis moi, je pense que je prends un ginger ale, mais j'ai bu un Southern Comfort 7-Up. Puis ça m'a parti sur une brosse pendant 4 ans de temps. L'enfer total. On dit dans le fond du baril. Moi, je pense que j'étais plus en dessous du baril. J'étais même pas dans le fond, Chris, j'étais en dessous. T'sais. Ça a fait tellement une différence, en fait. Mais tu sais, j'ai rencontré une fille à ce moment-là. Puis elle a été vraiment... j'ai 2 enfants aujourd'hui. Là, fait qu'il n'y a jamais juste du mauvais. Il y a eu ça. Puis aujourd'hui, j'ai 2 enfants qui sont rendus adultes. Puis Dieu merci, ils n'ont pas de problème de la consommation. Puis Dieu merci, j'en ai pris soin, tu sais. Mais... à un moment donné, il y a un bas fond que j'ai atteint là-dedans. Puis j'ai demandé de l'aide, j'ai levé le flag. J'ai demandé de l'aide, je me suis retrouvé au pavillon Pierre Pellado. Puis je me suis réconcilié avec le mouvement. C'est là que j'ai appris, c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je fasse la paix avec ça. Parce que, je veux dire, quand j'ai pris mon gâteau de 5 ans, Yolande, la femme que je vous ai dit plus tôt qui me suivait, ben elle m'a dit... Stéphane, t'es rendu en banlieue, je reste encore à Montréal, je suis une femme, t'es un homme, faudrait que tu trouves quelqu'un. Elle disait ça pour que je me sente bien, tu sais, pour que j'évolue dans le mouvement. Faut que tu trouves un homme proche de toi avec qui il va te parrainer. Puis moi, j'ai pris ça comme un rejet, tu sais. J'ai pas pris ça comme quelque chose de positif. Fait que ça m'avait donné un petit coup de barre, puis j'avais comme diminué de faire du meeting plus tard. Puis là, je me retrouve, ça rechute, puis je veux juste mourir, là, tu sais. Je veux juste mourir. Puis je vais au pavillon, puis je vais faire tout ce que j'ai à faire. Pendant 21 jours, j'étais au pavillon, puis je pense que j'ai fait 20 meetings en 21 jours. Là. Il y a des meetings à tous les jours. Fait que ça m'a beaucoup réconcilié avec le mouvement. Puis là, je suis parti dans un autre temps de sobriété, un autre temps d'abstinence. En fait, il n'y avait pas de sobriété pendant tout, là, mais il y avait de l'abstinence au bout. Pour me retrouver après ça, 23 mois plus tard, tu sais, je suis abstinent, je vais travailler, puis encore une fois, je me laisse, parce que je fais pas ce que j'ai à faire, parce que je fais du meeting, mais je fais du meeting assis, je fais du meeting, je partage pas, je travaille pas les étapes, je fais rien, je fais tout pour me sentir bien, mais juste au moment où je suis dans le meeting, tu sais, quand je sors du meeting, il y a toujours un genre de petite bébête alentour de moi, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que je retombe encore pendant 3 mois de temps, tu sais. Puis là ce 3 mois-là était la déchéance. L'importance d'être actif dans le mouvement. Hein? C'est un mouvement d'action. D'action, c'est ça. On va s'arrêter pour une pause, Stéphane, et on revient tout de suite après. C'est bon, merci. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important.
Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Bonjour, mon prénom est Lynn et je suis alcoolique. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Stéphane, notre invité. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donne accès à nos balados qui contiennent toutes les émissions de l'année en cours, de même que tous les partages enregistrés depuis 2017. Vous y trouverez aussi l'horaire de diffusion de l'émission et la fréquence de nos radiodiffuseurs. N'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires. Et vous êtes les bienvenus à venir nous livrer votre témoignage en studio ou encore à vous impliquer dans notre équipe si le cœur vous en dit. Alors, on va poursuivre ton message, Stéphane. Oui. J'ai rendu un peu au niveau de la rechute, là, tu sais, puis quand j'ai recommencé à faire du meeting puis à m'impliquer, tu sais, je savais pas que je m'en sortirais. Tu sais, j'ai voulu retourner en thérapie, mais je suis resté là comme 2 jours après cette rechute-là. J'étais pas bien, j'étais pas à la bonne place, j'avais des enfants, je voulais me retrouver à la maison, être avec ma famille. Fait que j'ai pris à la lettre ce que j'avais lu ou ce que j'avais entendu, mais c'est plus que ce que j'avais entendu. Tu fais 90 jours, 90 meetings, puis ça devrait, tu sais, en théorie, tu devrais embarquer dans le programme. Comme j'avais un travail, la famille, j'ai décidé que je ferais mon 90 jours, mais à chaque matin, je m'étais trouvé un parrain dans mon 2 ans avant d'abstinence, puis il avait continué avec moi. Puis je l'appelais à chaque jour à 9h le matin. Puis je me disais, tu sais, je vais l'appeler. Si à chaque jour je suis en contact, si à chaque jour je prends des nouvelles, puis je donne des nouvelles, ben je pense que ça va bien aller. T'sais. Ben ça a bien été parce que depuis ce jour que je suis abstinent. T'sais. Fait que ça a été vraiment là Claude qui était là, qui était tout le temps là. Il y avait toujours quelqu'un au bout de la ligne. Puis si à 9h10, là, j'avais pas appelé, ben c'était lui qui prenait le téléphone puis qui m'appelait, tu sais, parce qu'il y croyait. Puis c'est un des humains qui a cru le plus en moi, là, tu sais. Puis c'est ça, j'avais des petits enfants à la maison, puis ça allait pas super bien avec le mère, par exemple. Là, il y avait quelque chose qui cliquait. Elle est partie, elle est revenue. Ça a été comme 3 fois là qu'elle est partie puis revenue. Puis la dernière fois, là, j'étais vraiment plus capable, là, tu sais. Parce que, en fait, le gros mal que j'avais, c'est que je me disais, elle va voir tellement, je suis tellement un bon gars, je suis tellement correct, tu sais. Fait que je me levais la nuit, je faisais mon ménage, je préparais les lunchs des enfants, je faisais tout, tu sais, pour être le père, la mère, l'ami, le chum, tu sais. Puis, ben, j'étais en train de me brûler solide, là, puis, tu sais, j'avais beaucoup de jobs, fait que j'avais beaucoup d'employés à charge, puis... Tu sais, Dieu merci, là, quand je suis allé en prison, j'ai essayé de faire un métier, puis aujourd'hui, je travaille encore dans le même métier, ça me fait gagner ma vie. Tu sais, j'ai persécuté là-dedans. Puis ça, j'en suis fier, là, tu sais, je suis tellement fier de ça, de dire qu'aujourd'hui, j'ai un travail, j'ai les formations, je suis allé chercher toutes les formations qu'il fallait, puis aujourd'hui, ben, je suis appuyé là-dedans, tu sais, puis je suis encore dans ce métier-là, ça me fait encore gagner ma vie. Mais à ce moment-là, là, j'étais comme complètement déboussolé. Je savais plus où j'allais. J'étais fatigué. Quand tu te lèves à 3h, tu commences à 7h. Là, me dire, la journée est faite à quasiment à 8h30, 9h le matin. Là, ta journée est faite. Puis j'allais chercher les enfants. Puis tu sais, comme j'étais vraiment un bon gars. La mère des enfants venait chez nous. Puis moi, je m'en allais. Tu sais, je laisse pour que les enfants voient leur mère. Tu sais, c'était comme tabou. À un moment donné, je me choisissais plus. Fait que chaque fois qu'elle partait, ben chaque fois la plaie rouvrait. Tu sais. Comme à chaque fois qu'elle s'en retournait chez eux, elle partait, moi, je revenais à la maison. J'allais faire un meeting ces journées-là, puis quand je revenais à la maison, mais là, je la voyais qui s'en allait, tu sais, qui disait salut aux enfants, puis là, ça me bouleversait. À un moment donné, c'est sûr, ça a pris un peu de temps. Ça s'est placé, puis là, on avait une garde partagée, puis... mais j'ai toujours été super impliqué avec mes flots, tu sais. Vraiment, là, tout le temps. Des sports élites, les deux ont fait des sports élites, là, puis... Ça m'a appris beaucoup, ça m'a tellement fait grandir d'être là pour quelqu'un, de s'oublier pour quelqu'un à quelque part. Mais tu sais, on avait toujours des journées fixes par rapport à nos gardes, fait que je me retrouvais souvent à aller faire du meeting ces journées-là. Fait que tu sais, je prenais soin de moi en même temps. Puis
ça faisait de moi la personne qui était capable de prendre ses responsabilités, puis de prendre un temps pour lui pour aller au meeting. Fait que, ça a fait un global, en fait. Où je veux aller avec ça, c'est que si tu fais ce que tu as à faire, si tu es un parrain, tu fais tes lectures, tu fais du meeting, ça va bien aller. Tu sais, je disais tantôt, quand ça va mal, ça finit par passer, puis quand ça va bien, ça finit par passer, puis c'est tout le temps comme ça, tu sais. Faut prendre soin de ce qui se passe en dedans, faut être capable d'en parler, être capable de partager avec quelqu'un. Ça, c'est ça que ça nous apprend, le mouvement, tu sais. On n'est pas toujours d'accord, là, tu sais. Quand tu fais partie d'un groupe, t'as un groupe d'appartenance, il y a le business meeting, tu veux, tu sais, des fois, il y a des gens que, t'es pas capable. Mais dans la vraie vie, là, il y en a plein de gens que t'es pas capable, tu sais, il y en a plein. Puis tu continues pareil, à avancer, puis à faire, tu sais, au travail, là, c'est pas toujours, tu t'entends pas toujours avec tout le monde. Ben, c'est un peu le reflet de cette société-là, tu sais. Au moment où on était ensemble encore, moi puis la mère des enfants, on avait acheté un saut en parachute, tu sais, puis moi, avec toutes les heures que je faisais, j'avais plus de morale. J'étais plus capable. J'étais brûlé. Je dirais que mentalement, spirituellement, j'étais fini. J'étais comme, ça marchera pas. Puis tu sais, tantôt, je parlais de langage interne. Là, le message que je m'envoyais, c'est que ça valait pas la peine. Que je devais mourir parce que j'étais plus capable, parce que je savais plus quelle porte de sortie prendre. Fait que oui, même si je partageais, j'avais du monde, il reste que je me retrouvais tout seul, puis je me disais, ça se peut pas, tu sais. Fait que j'avais décidé que j'allais mourir, tu sais. C'était pour moi éliminer le mal. J'avais mal en dedans, tu sais. Puis c'est une solution, je veux dire, permanente pour un problème qui est temporaire, parce que ça aurait fini par passer, puis j'aurais mis de l'équilibre là-dedans, mais comme je suis pas un être très équilibré, là, c'est comme j'ai entendu ça cette semaine, je suis comme une pâte de lasagne, là, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Tu sais, je trouve ça cool comme image, là. J'étais dans le creux de la vague. Puis finalement, j'ai dit, ben moi, à soir, je vais aller faire mon saut en parachute après-midi. Puis à soir, je vais m'étouffer. Je vais me pendre. Je dis étouffer, mais tu sais, je veux mourir. Si je veux juste mourir. Puis j'arrive au centre de parachute. Puis Dieu est farceur, ça s'est tellement pas passé comme je l'avais prévu, là. J'avais fait tous mes plans. Puis finalement, ça a été tout croche. Je devais sauter à 11h moins quart ou 10h moins quart le matin. Puis finalement, ça a été long. Il y avait des nuages, il y avait des bourrasques de vent. Puis finalement, j'ai sauté à 6h l'après-midi. Puis pourquoi je vous raconte ça, c'est que j'étais assis dans l'avion. Puis il y a un instructeur en arrière de moi, tu sais, qui m'attache solidement après lui. Puis là, je sais que dans 2 minutes, je vais sortir, tu sais, Puis quand ils ont ouvert la porte, puis l'air rentré dans l'avion, j'ai fait comme tabouin, ça se peut que je meure, là. Là, il s'est passé quelque chose. Puis là, j'ai sorti de l'avion, puis pendant c'était 50, ça dure 50 secondes, la chute libre, là. Puis pendant ces 50 secondes-là, j'ai crié. Je pense que j'ai crié 45 secondes parce que j'avais plus d'air, s'il y a plus de souffle, j'étais rendu à bout, j'étais rouge comme un coq, j'ai des photos de ça, là. Je suis tellement à bout, là. Puis quand le parachute est ouvert, là, j'ai fait comme wow, c'est passé de quoi en dedans de moi. Puis j'étais arrivé au sol. Mes enfants sont venus me serrer, sauter dans les bras, puis j'ai avancé peut-être de 50-60 pieds, puis je suis tombé à genoux, puis j'ai enlevé mon kit, là, puis j'ai braillé ma vie. Parce que là, j'avais fait quelque chose de pas correct. T'sais. J'avais écrit une lettre à mes parents, j'avais écrit une lettre à Karine, la mère des enfants, j'avais fait un petit vidéo maison à mes enfants pour dire que j'avais pas le courage de continuer, puis que j'allais me suicider, puis là, je me retrouvais devant le fait accompli. Je voulais pas mourir si je venais de vivre quelque chose d'écœurant, là. Puis j'ai pris conscience, peut-être parce que j'étais à 13 000 pieds, j'étais plus proche de Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu une prise de conscience énorme à ce moment-là où je me suis dit, ben non, si tu vas passer au travers, mon gars, puis tu vas être juste plus fort, tes enfants ils ont besoin de toi. Fait que j'ai détruit toutes les lettres, là, puis je me suis revenu chez nous. Puis là, c'est comme si... Moi, je dis, c'est comme quand tu fais un pile ou face, là. Ben là, je tombais sur l'autre côté, là. Puis là, j'étais pour m'en sortir. Fait que j'ai commencé à vraiment prendre plus soin de moi, puis nourrir mon intérieur, tu sais. Puis pendant cet été-là, je suis retourné sauter en parachute, voir si j'aimais ça, tu sais. Puis j'aimais vraiment ça. J'ai crié rien que 30 secondes la deuxième fois. Fait que ça a quand même bien été, tu sais. Puis il y avait une émotion qui m'habitait, c'était la soif, tu sais. Je me disais que je valais plus que ce que je pensais, moi, que je valais. Puis ça, ma valeur personnelle a monté,
ce que je voyais de moi, ça a monté. Tu sais, t'as une bonne job, t'as 2 enfants, ils ont besoin de toi. Puis là, la vie a commencé à changer. Je suis retourné sauter une 3e fois, là, juste voir. Puis j'ai dit, moi, je vais faire ça. Puis je me suis promis quelque chose en revenant dans mon char cette journée-là. J'ai dit, moi, un jour, je vais attacher quelqu'un après moi, puis je vais y faire vivre ce que lui m'a fait vivre. Ce que lui m'a fait découvrir, tu sais. Puis à ce moment-là, l'année d'après, ben j'ai commencé à suivre mon cours pour sauter tout seul. Puis aujourd'hui, tu sais, j'ai au-dessus de 3000 sauts. J'accroche les gens après moi. J'ai réalisé mon rêve. Il s'est passé quelque chose dans ce sport-là, libérateur. Une passion, fuck. C'est plus ça. J'ai découvert une passion. Je suis nourri de cette passion-là. J'adore ça. Puis s'il y a une place où il se boit beaucoup d'alcool, là, c'est sur les centres de parachute quand la journée est finie. Là, il y a de la bière en masse. Puis j'ai jamais reconsommé depuis ce temps-là, tu sais. Puis il y a plein d'amis à moi, parachutistes, qui me disent comment tu fais, Stéphane? Il y a tellement d'alcool. Je veux pas perdre cette quiétude-là. Même si j'ai encore comme un humain des hauts puis des bas, mais j'ai une référence maintenant. T'sais. Moi, j'ai jamais été fier d'être un alcoolique. J'ai jamais. Pour moi, c'est pas une fierté d'être alcoolique. Puis ça, c'est ma vision en moi, mais je suis fier de savoir il est où mon remède, par exemple. Je suis fier de savoir où est-ce que je vais me sentir bien, parce que dans n'importe quelle salle d'Alcooliques Anonymes, j'ai fait du meeting partout, là. Puis dans n'importe quelle salle, je me sens chez nous. Il y a du café, il y a du monde. Il y a quelque chose là qui nous relie ensemble. Puis moi, je pense que qu'est-ce qui nous relie là, le plus, c'est la souffrance. On a tous souffert de cette maladie-là. On parle le même langage. Exact. On dit les mêmes choses. Oui. Ouais. C'est tellement rassurant. C'est tellement rassurant. C'est rassurant, puis en même temps, c'est tellement libérateur de dire je sais que je vais aller là, puis même si elle veut pas m'écouter, je vais y parler pareil, tu sais. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter. Ouais. C'est pas la personne que je choisis, c'est souvent il y a quelqu'un d'autre qui choisit pour nous autres. Ouais, Dieu est farceur, là. On va s'arrêter pour une nouvelle pause, Stéphane, puis on va revenir tout de suite après pour notre 4e segment. Merci beaucoup. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Ici Lynn, votre animatrice, en compagnie de notre invité d'aujourd'hui, Stéphane. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Pour trouver une réunion près de chez vous ou en connaître davantage sur le mouvement des AA, consultez le site internet aa-québec.org. Vous pouvez également nous joindre par téléphone de partout au Québec en composant le 1-866-544-6322. Une personne est présente à ce numéro pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Les réunions des Alcooliques Anonymes sont accessibles via Zoom, par téléphone ou en personne. Alors, on va terminer ce beau message. C'est ton dernier segment. Je te laisse la parole. Merci. Tu sais, tantôt, je parlais de mon sport, je parlais de ce que je fais, la passion qui m'anime. J'essaie de mettre un peu de passion dans tout ce que je fais. Fait que, tu sais, je suis pas un passionné, là, tu sais, j'arrive pas au meeting puis la joie me déborde, mais quand je ressors du meeting, on dirait qu'il y a une sérénité, il y a quelque chose qui vient m'habiter, tu sais. Dans mon sport, là, 2 ans, j'ai eu une fracture du bassin. Puis je me suis retrouvé à l'hôpital. En tout cas, pour faire une histoire courte, là, j'avais de la médication, puis j'étais assez fier du mode de vie, j'étais assez fier de moi que après plusieurs semaines de médication, tu sais, je me suis rendu compte que ça buzzait, là, cette affaire-là, là, tu sais, j'avais de la morphine, j'avais de la... Mais ça, là, ça venait changer mon état d'esprit, changer ma façon d'être, là, tu sais, puis j'ai demandé un protocole de désintox avec cette médication-là, puis ça, je suis fier de ça. Je suis fier parce que je savais que si je continuais, je serais tellement crosseur que je m'en trouverais d'autres, tu sais, puis que c'est une autre substance complètement, là, de la narcodépendance. J'ai rarement eu ça, j'ai pas consommé de pelule dans ma vie, moi, là. Mais là, il y avait quelque chose qui se passait dans mon intérieur, j'étais pas bien, puis je me suis dit, j'arrête ça, cette médication-là, tu sais. J'ai pas arrêté du jour au lendemain parce que je savais que c'était pour avoir une répercussion plus forte au niveau de ma santé mentale.
Puis j'ai demandé à mon pharmacien puis à mon médecin, en tout cas, de me donner un protocole pour arrêter. Puis aujourd'hui, j'en prends plus pantoute, tu sais. Puis j'ai pas souffert de ça. Quand je faisais du meeting, je le disais, je prends des pilules, puis je suis pas content. Puis de l'exprimer, de l'extérioriser, a fait qu'il s'est présenté plein de monde qui m'ont dit « Ah, moi aussi, il y a eu une étape où je prenais des antidépresseurs. Ah, moi aussi, il y a eu une étape où le médecin m'a prescrit quelque chose. » Parce qu'on est atteint mentalement dans cette maladie-là. Puis on en parlait à micro fermé de toute l'œuvre de Dieu, tu sais, puis ben tout ce qui se passe avec les êtres humains qu'on côtoie, les personnes avec qui on est, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Tu sais, on parle d'anonymat. Moi, Dieu, il vient se manifester quand je m'en attends le moins. Hier, justement, quand j'écoutais la petite madame, ben, tu sais, je dis la petite madame, la jolie madame, la fille super cool, qui est venue mettre des mots sur mes mots, qui est venue exprimer le mal-être que je peux ressentir, tu sais. Ça m'a comme dégagé. Je disais, enfin, il y a quelqu'un qui est comme moi. Puis c'est ça que ça m'apporte quand je fais Alcoolique Anonyme. C'est ça que ça m'apporte quand je fais les étapes. J'ai un parrain là avec qui, on sait plus c'est qui parraine qui. Là. C'est rendu mon chum, c'est rendu mon ami. On est toujours en contact. On va déjeuner régulièrement ensemble, on va dîner régulièrement. On exprime ce qu'on vit. Puis au niveau du travail aussi, c'est toute une répercussion de... Je suis bien moins prime, je suis bien moins arrogant, je suis moins dans l'ego, j'ai moins besoin j'ai encore besoin d'être reconnu, ouais, c'est le mot que je cherchais. J'ai encore besoin d'être reconnu, mais beaucoup moins qu'avant. C'est bien moins intense qu'avant. Avant, si j'étais pas reconnu, je filais cheap, puis je filais pas bien, puis je me demandais pourquoi. Fait que c'est ça que ça m'a apporté. Les lectures aussi, la même chose. C'est pour moi un apaisement total. Là. J'ai tout le temps 2 livres d'Alcoolique Anonyme sur ma table de chevet, une journée que je fais le moins. Puis tantôt, je parlais de méditation. Tu sais, la méditation, ce que ça me fait à moi, tu sais, un vient pas sans l'autre. Là, je médite la prière ou je médite ce que je viens de lire. Ça m'amène à avoir de l'instinct. C'est à un moment donné, instinctivement, je choisis les personnes qui sont autour de moi, je choisis les places où je vais aller. Puis c'est instinctivement, sans me poser de questions. Puis c'est drôle, je ressors tout le temps à 90%, même plus que 90%, super bien. T'sais, cette année, j'ai recommencé. En 2022, j'ai eu l'accident. En 2023, j'ai moins sauté. Puis comme tous les muscles alentour s'étaient atrophiés, puis tout allait pas bien, mais là, il a fallu que je me parle. Il a vraiment fallu que je me dise, Stéphane, faut que tu prennes un break, parce que j'aurais sauté pareil, tu sais. Cette année, ben, j'ai sauté en masse. Puis j'ai un sentiment de satisfaction, de reconnaissance, ou tu sais, j'ai vraiment un sentiment de satisfaction. J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis allé au bout de mes affaires, j'ai fait des demandes claires. Ça va pas à la vitesse que je veux des fois, tu sais, mais ça va à la vitesse que Dieu a choisi pour moi, tu sais. Mes enfants vont super bien, mon garçon a une bonne job, il travaille bien, super travaillant, il vit que sa blonde. Ma fille, elle a une bonne job aussi. Tu sais, je suis heureux, je suis content dans le fond. Hier, ça a enlevé toutes les pensées négatives que je pouvais alimenter sur moi. Mais le fait de l'avoir entendu dans la bouche de quelqu'un d'autre, ça l'a comme éliminé, là, 80... Ça l'a éliminé beaucoup, là. Je sais pas d'un jour qui va suivre, là, comment je vais avoir des pensées négatives à mon égard, mais je me sens bien plus adéquat. J'ai une intelligence que je me découvre que j'avais pas avant. Je suis capable de lâcher mon fou, d'être naturel, d'être bien. Là, tu sais, j'ai une relation avec laquelle je suis bien dans ma relation. Puis on finit par s'entendre. C'est sûr que, comme dans toute relation, il y a des hauts puis il y a des bas, mais on s'écoute. J'écoutais pas, moi. Tu sais, je parlais beaucoup, je m'exprimais beaucoup. Puis plus que j'écoute, plus que je grandis, plus que je deviens quelqu'un de complet. Puis après ça, ben les paroles que je dis ont une puissance, ils ont quelque chose, tu sais, j'ai quelque chose à dire. Je suis pas juste en train de mettre des mots alignés un sur l'autre, là. Puis ça, c'est le langage qu'on apprend dans Alcoolique Anonyme, dans la littérature. Il y a quelque chose qui se passe dans une salle de meeting qui se passe pas ailleurs. Je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai. C'est vraiment ça. Je dirais c'est le plus beau cadeau parce que dans n'importe quel meeting que je vais, si je suis honnête, puis si je suis 100% à ma place, je ressors tout le temps avec quelque chose. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire du meeting, fait 30 ans, là. V'là 30 ans, il y avait beaucoup plus d'implications qu'il y en a aujourd'hui.
ça va vite la vie, les réseaux sociaux vont vite. On a de la difficulté à booker il y a des groupes qui ferment parce qu'on n'a pas personne pour ouvrir la salle, parce qu'on n'a pas personne pour faire le café, tu sais. Moi, je me dis, boire, ça devrait pas arriver, tu sais, parce qu'on a plus d'alcooliques, il y a plus de gens qui ont besoin d'aide qu'il y en avait avant, là. Tu sais, c'est plus accessible, fait que les groupes qui sont en santé, continuons à y aller puis à les laisser dans cette santé, là. Mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'un coup de pouce, tu sais, puis c'est ça que j'essaye de faire le plus possible. T'sais. Fait que s'il y a quelqu'un qui tend la main quelque part, je veux qu'Alcooliques Anonymes soit là. C'est des références que je donne souvent, c'est dans une salle avec des membres. C'est ça mon entourage aujourd'hui, c'est ça les gens que j'ai autour de moi, c'est des gens qui consomment pas. Puis pour moi, ça c'est le plus beau cadeau que je pourrais souhaiter, tu sais. Il y a une liberté aussi de dire ce qu'on veut sans nécessairement être jugé non plus, tu sais. Ça, tu peux pas empêcher ça. Si on n'avait pas de jugement, on traverserait la rue sans regarder. Le jugement, c'est humain. Puis quand on regarde quelqu'un qui se lève puis qui s'en va en avant pour dire son partage, on se dit tout le temps, ouais, peut-être qu'il n'a pas l'air très intéressant. Puis si on l'écoute puis on attend, ben la personne qui se relève à la fin du partage est plus belle que la personne qui s'est assise à la chaise au début, tu sais. Puis ça, ben c'est la beauté du cœur, tu sais. C'est ça l'amour. C'est comme ça qu'on réussit à passer au travers de nos petites différences, mais aussi, tu sais, nos souffrances. On réussit à mettre des mots sur nos souffrances, on réussit à mettre des mots sur nos bonheurs, tu sais, parce que, tu sais, on peut pas juste être tout le temps dans le bonheur, ça se peut pas, là, c'est impossible. Parce qu'on est des humains, là, tu sais. En calvaire, je suis encore fâché aujourd'hui quand je prends une étiquette, tu sais, mais ça dure moins longtemps. Ça dure 2 jours, avant ça durait 2 mois. Et, fait que, tu sais, je m'améliore, puis ça, c'est vraiment ce que je préfère le plus dans le mouvement, c'est que ça m'ouvre les portes pour être une personne meilleure. That's it. Mais pas pour les autres. Juste de m'accueillir moi-même, tu sais. Fait que si t'accueilles les autres, ben, tu te sors de toi-même, puis là, à un moment donné, tu fais comme, je suis bien là-dedans, là, tu sais. Tu prends conscience qu'en aidant les autres, là, la personne que t'aides le plus, c'est toi, tu sais. Je me mets pas de restrictions à aider. Si tu me demandes demain matin d'aller au lac Saint-Jean ou en Gaspésie pour aller partager, je vais trouver le moyen d'y aller, tu sais. Parce que je sais que quelqu'un là, peut-être, qui va avoir besoin de ce que j'ai à dire, tu sais. Qui va avoir envie d'entendre ce que j'ai à dire, puis que je vais probablement y aider, tu sais. Puis je reste toujours avec cette option-là, c'est pour ça que je le fais. En fait, c'est que si je peux aider quelqu'un, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Si je peux finir sur quelque chose de positif, c'est que quand tu fais du meeting, tu vois un nouveau arriver. À quelque part, tu t'identifies à ce nouveau-là. Parce que toi, t'es arrivé puis t'as eu le même cheminement d'aller chercher ton jeton, de te présenter, d'y aller. Et il faudrait qu'à un moment donné, ça soit le nouveau qui s'identifie à toi. Fait que comme ça, ben, va le rencontrer, va le voir, tu sais. Puis par cet exemple-là, il va dire, hey, moi, j'aimerais ça, avoir ce que lui a dans les yeux. Parce que nous autres, des fois, on oublie que la lumière est là. On oublie que l'amour est là. On oublie ça. On devient paresseux dans notre établissement. Puis moi, je pense que c'est là que je suis en danger si je deviens paresseux dans mon établissement. C'est là que je me mets dans une situation de non-retour, tu sais. Fait que ne pas prendre ça pour acquis. De vivre 24 heures par jour, d'être là, d'être présent pour les autres, c'est aussi d'être présent pour soi, puis d'en prendre pour soi aussi, tu sais. Puis c'est pas d'être égoïste. Effectivement, je suis très d'accord avec toi. T'as mentionné dans tes propres mots quelque chose que je vais réciter. Quand même. C'est bien. Je vais réciter ça. C'est si bien. quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, je veux que celle des AA soit toujours là. Et de cela, je suis responsable. Oui, absolument. Merci Stéphane, tu l'as presque dit au complet dans tes propres mots. Oui, dans mes mots. Fait que, merci infiniment, c'était un magnifique message. Je suis convaincue que ça va aider quelqu'un. Puis je te remercie encore de t'être déplacé pour venir nous voir. Ça me fait grand plaisir. Merci à vous pour l'accueil. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité Stéphane, les auditeurs, François comme technicien de son et toute notre équipe. Ici votre animatrice Lynn, alcoolique, qui vous invite à une prochaine émission d'Un jour à la fois. À très bientôt.